les exos, on n'en corrige que certains en amphi, mais il faudrait quand même que vous essayiez de tous les faire avec le poly corrigé qu'on vous a distribué. À la fin du cours, partez pas trop vite, on vous distribuera la correction des exos qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, essayez d'écouter au maximum, ne notez pas de manière automatique, essayez de bien comprendre ce qu'on fait. Normalement, bon, les primants, vous avez dû un peu galérer, enfin voilà, c'est normal que vous n'ayez pas réussi à les faire. Dans les exos que vous aviez pour aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui sont des éléments de cours. Donc nous, on a choisi volontairement de les traiter en exercice pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on y arrivait. Mais après, vous le retrouverez dans votre poly de cours. Donc c'est aussi des exercices qui sont vraiment à maîtriser, parce qu'après, bah, ce sera du cours de votre poly, quoi. Alors, donc on va commencer. Alors, le premier exercice que vous aviez une cellule sphérique de rayon R qui contient un produit sécrété depuis le centre à R/2. La concentration est donnée par donc, une fonction C de R, de Pareto du centre de sécrétion, et on vous demande la quantité totale de produit à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On vous donne une concentration et vous voulez trouver une quantité de matière. Donc, instinctivement, vous allez avoir envie d'utiliser la formule N égale C fois V. C'est ce que vous connaissez du lycée. Et c'est ce que vous pouvez, enfin, c'est le seul truc auquel vous pouvez penser en sachant que vous cherchez N alors que vous avez C. Le problème ici, c'est que N, vous cherchez le nombre total de particules dans la sphère, mais que C varie en fonction de R. Donc du coup, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette formule telle quelle. Donc il va falloir ruser et trouver une expression qui vous permet de calculer ça. Alors là, on va appliquer un truc qu'on retrouve très souvent en physique. On va calculer sur un petit élément sur lequel on sait que les grandeurs vont être constantes. Et après, donc là, on va utiliser des petits dés pour dire que c'est des choses qui sont petites. Et après, on va passer on va intégrer pour trouver la grandeur sur tout le volume, de manière macroscopique. Donc c'est toujours le même raisonnement qu'on fait en physique. On commence par étudier un petit truc sur lequel les grandeurs vont être constantes, et après on intègre, on fait la somme sur tout. En fait, on somme tous les petits volumes. Donc ici, on va dire que si on considère une petite... en fait, on va considérer... Donc il faut réfléchir à trouver un volume sur lequel la concentration va être constante pour qu'on puisse utiliser notre formule N égale C fois V. Donc, avec cette formule-là, on sait que pour un même petit R, C est constant. Donc c'est-à-dire que dans la sphère, pour un rayon petit r, on a C constant. Donc c'est ce volume-là qu'on va prendre, c'est cette petite coquille de très fine épaisseur dr, sur laquelle la concentration est constante. Donc, on va dire que la petite quantité de matière qu'on a dans cette petite coquille, elle est égale à C pour notre petite r fois dV, donc le volume de la coquille. Donc, le volume, donc là, c'est une manipulation que vous allez retrouver très fréquemment en physique. Il faut se demander, donc il faut arriver à trouver quel est ce volume. Donc on a dit que c'était le volume d'une coquille. Donc comment est-ce qu'on trouve le volume d'une coquille? Imaginez une peau d'orange. Et vous voulez le volume de la peau. Donc, prenez une orange, vous la pelez et vous l'aplatissez par terre. Pour avoir le volume, vous pouvez faire la surface de la peau d'orange fois son épaisseur. Vous voyez, si vous l'aplatissez par terre, que vous en faites un rectangle, par exemple, et ben vous ferez, pour trouver le volume du parallélépipède, vous ferez la surface supérieure fois son épaisseur. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc, la surface de la coquille, la surface d'une sphère, ça c'est une formule que vous ne connaissez pas souvent quand vous rentrez en P1, mais qu'il faut apprendre par cœur. La surface d'une sphère, c'est 4pi r carré. Et je multiplie par l'épaisseur de ma coquille. L'épaisseur de ma coquille, on a dit que c'était dr. Donc voilà. Alors maintenant, je remplace ici C2R par l'expression que j'avais. Donc voilà, et maintenant donc là j'ai fini la partie physique de mon exercice, j'ai modélisé ma situation et je l'ai traduite en équation. Donc maintenant j'ai la quantité de matière dn, donc dn, une petite quantité de matière
qui est la quantité de matière qui correspond au nombre de molécules contenues dans ma peau d'orange, dans ma petite coquille. Et maintenant, pour avoir la quantité de matière totale, je vais sommer les quantités de matière qui sont sur toutes les épaisseurs entre 0 et grand R. Donc, je fais la somme de petits éléments, j'intègre ma différentielle. Il y a une correspondance parfaite entre ces deux opérations. C'est un principe qu'on utilise hyper souvent en physique. Donc, mon n total, ça va être l'intégrale des dn compris entre 0 et grand R. Donc, ça va être l'intégrale de ce truc-là. Donc, je sors les constantes. Donc, ici, j'intègre avec des bornes. Donc, je n'ai pas à me préoccuper de constante d'intégration. On distingue bien les deux manières d'intégrer dont on avait parlé la dernière fois. Donc, on va avoir du r carré moins du r cube sur 2r dr. Ici, les dr qui sont là. Ici, vous l'avez mis parce que c'était votre volume. Ici, quand vous avez le dr ici, c'est comme quand vous intégriez au lycée, vous aviez l'intégrale de f de x dx. Le dx, on s'en occupait pas. Le dx, en fait, vous ne saviez pas trop à quoi il servait. En fait, le dx, il permet juste à définir par rapport à quelle variable j'intègre. Parce que après, quand vous aurez des expressions avec dx, dr, des machins, enfin plein de trucs différents, quand vous intégrerez, il faudra savoir par rapport à quoi vous intégrez. Par exemple, ici, si dans ma formule j'avais des x, vous n'auriez pas pu savoir si vous intégreriez par rapport à x ou par rapport à r. Donc en fait, c'est grâce à ça, ce petit dr à la fin vous indique que vous intégrez par rapport à r. Donc, on a n tot, qui est égal à C0 4 pi. Donc, je prends la primitive entre 0 et r. Ici, ça me donne du R3 sur 3. Ici, ça me donne du R4 sur 8R. Et donc ça, en 0, ça va me donner 0 de toute façon. Ça me donne du C0 4 pi. Alors, grand R3 sur 3, moins grand R4 sur 8R. C'est ça? Il y a un problème. Ah oui, là en fait ça me donne du R3 parce que ça simplifie avec le R du bas. Donc voilà, et au final j'obtiens n tot égale 5 sixièmes pi C0 R cube. Donc vous voyez, en fait on avait un C qui varie en fonction de R et on s'est débrouillé pour trouver un n total qui était une constante. Enfin qui était une valeur fixe, c'est ma quantité de matière totale dans mon volume. Donc ça, cet exercice est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment le raisonnement qu'on adopte très souvent en physique. On travaille sur du petit, on met des petits dés, et après on fait la somme, on intègre pour trouver le truc global. Donc voilà. Donc maintenant on passe à l'exo suivant. Donc l'exo suivant c'était simplement une équation différentielle. Donc ça c'est pour vous entraîner, faites-en des millions jusqu'à ce que ce soit complètement automatique. Parce que vous allez en faire vraiment tout le temps en physique, et si vous les faites vite, ça vous fera gagner du temps. Donc, je vais réécrire ça df sur dx pour que ce soit plus facile. Qu'est-ce que je fais maintenant? On sépare les variables. Donc je mets tout ce qui est en f à gauche. Et tout ce qui est en x à droite. Maintenant j'intègre. Donc je peux intégrer de deux manières. Soit j'intègre comme ça et après je mettrai ma constante. Soit j'intègre en mettant les bornes. Alors là dans la correction ils intègrent avec des bornes. Donc moi je vais intégrer sans bornes. Comme ça vous aurez les deux versions. Donc l'intégrale de df sur f c'est... Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, f carré. Pardon. Donc l'intégrale de df sur f carré c'est quoi? Moins 1 sur f. La primitive de x carré c'est x3 sur 3. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? La constante. Donc voilà, là j'ai intégré sans borne, j'ai pris mes primitives, je ne me suis pas posé de question, je rajoute ma constante. Maintenant, il faut que je détermine ma constante. Pour cela, j'utilise les conditions initiales. On me dit dans l'énoncé f de 1 égale 1.
Donc je remplace, j'ai moins, du coup ça va me donner moins 1 est égal à 1 tiers plus ma constante. Donc je trouve que ma constante est égale à 1 tiers, donc moins 1 tiers moins 1, donc est égal à moins 4 tiers. Vous me dites si je me trompe, hein, je fais des erreurs de calcul au tableau. Donc voilà, du coup, je me retrouve avec 1 sur f qui est égal à moins x3 sur 3 moins 4 tiers. Non, plus 4 tiers. Et du coup, f de x est égal à 3 sur 4 moins x cube, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Donc vous voyez ici, dans le... Je vais voir si je ferme la porte. Vous voyez ici, on trouve le même résultat de deux manières. Donc ici, dans l'exemple du poly, on utilise les conditions initiales à ce stade-là, on intègre df sur f carré entre 1 et f de x carré entre 1 et x, et au final on trouve la même chose. Moi je préfère intégrer comme ça, parce que du coup il y a deux étapes, il y a moins de risque de se tromper, on fait pas à pas. Après ça dépend des situations, et quand vous serez dans les exercices entre deux points, de toute façon, quand on vous demandera d'intégrer des trucs entre A et B par exemple, bah, au final, vous serez obligé d'intégrer avec des bornes, sinon ça sera vraiment trop long, mais il faut bien distinguer les deux manières. Donc voilà, alors maintenant on passe à un exo qui est vraiment une démo du cours à part entière. C'est un piège, mais ultra classique, que vous retrouverez forcément dans des concours, dans des exos, dans je sais pas où. Bon, je vais faire là. Alors, l'idée, c'est que on avait trouvé la dernière fois notre relation fondamentale de l'hydrostatique. On avait dit que la forme sous laquelle on aimait bien l'écrire, c'était dp sur dz égale moins ρg. Donc, on avait traité le cas des liquides. Quand ρ était constante, c'était facile à intégrer et on trouvait la formule barométrique p de z égale p0 moins ρgz. Maintenant, on nous dit qu'on a un gaz, donc qui dit gaz dit fluide compressible, et donc ρ varie. Donc du coup, on ne peut plus intégrer ρg comme si c'était une constante. Donc il va falloir ruser, trouver une expression de ρ qui nous permette de pouvoir ensuite intégrer et trouver une expression de P. Donc pour ça, on vous dit dans l'énoncé, on vous parle de la loi des gaz parfaits. Alors la loi des gaz parfaits, en gros, à chaque fois que vous la voyez dans un énoncé, vous allez l'utiliser, enfin vraiment à chaque fois. Donc franchement, ça fait partie, on parlait mardi des indices que vous pouvez trouver dans un énoncé. Quand vous voyez écrit machin est un gaz parfait, et ben vous savez qu'à un moment donné, vous allez avoir du PV égale nRT. C'est sûr et certain. S'ils ont écrit parfait, c'est pour que derrière vous utilisiez ça. Donc ça, c'est un indice à retenir que, voilà, dans les exos, si vous voyez gaz parfait, forcément derrière, vous allez avoir besoin de cette relation-là. Donc, comme on vous a mis cette relation dans l'énoncé, on ne sait pas trop où on va aller, mais on va l'écrire comme ça. Voilà. Alors, maintenant, il va nous falloir un lien entre ces deux relations, sachant que nous, le truc dont on aimerait bien se débarrasser, c'est ρ. Donc, ici, on a du N et du V. On sait que ρ, c'est M sur V. Donc, on se dit que quelque part, on va se débrouiller avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer ρ avec du N et tout ça pour... on va transformer cette expression pour faire apparaître du ρ. Donc, on sait que M... que plutôt n, c'est égal à petit m sur grand M. Donc ici, on le réécrit ici. On va mettre P sur RT est égal à petit m sur V fois grand M. Voilà. Et donc ici, m sur V, j'ai fait apparaître mon ρ. Donc je peux réécrire que ρ, c'est égal à Pm sur RT. Et du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait là?
j'ai trouvé une expression de ρ en fonction de P. Donc si j'injecte ça dans cette équation ici, je vais avoir un truc où il n'y aura plus que des P, il n'y aura plus de ρ. Donc voilà, c'est pas automatique, ça, franchement, vous ne pouvez pas vraiment le trouver tout seul. Le truc que vous auriez dû au moins faire, c'est vraiment écrire PV égale NAT. Si on vous le donne dans l'énoncé, c'est que vous en avez besoin. Dès que vous voyez gaz parfait, il faut absolument que vous pensiez à l'utiliser. Mais après, bon, ça, c'est dans votre cours, voilà, il faut l'apprendre dans le cours, quoi, parce que c'est pas immédiat. Donc, on réécrit du coup la relation fondamentale de l'hydrostatique grâce à ce qu'on a trouvé ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sépare les variables. Donc je mets tout ce qui est en P à gauche et tout ce qui est en Z de l'autre côté. J'intègre. Donc pareil, je peux intégrer comme je veux. Moi, je préfère intégrer de manière indéfinie, c'est plus simple. Ici, la primitive de dp sur P, c'est quoi? Ln. Donc normalement, c'est Ln de valeur absolue de P. Mais de toute façon, la pression, c'est forcément toujours positif. Donc ici, je peux écrire directement Ln de P est égal à moins mgz sur RT. Donc voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'ai oublié? La constante. Donc ça, c'est classique d'oublier la constante, enfin voilà. Donc du coup, je prends l'exponentielle et je trouve P de Z est égal à une constante. Donc bon, je sais qu'il y a un truc là. Exponentielle de moins mgz sur RT. Alors, ma constante, ça va être quoi? Si je me place en Z égale 0, l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc du coup, en Z égale 0, P de Z c'est P0, donc je mets directement P0 là. Hop. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, quand on a un liquide ou un gaz, on n'a pas la même expression de la pression, on ne la calcule pas de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien distinguer les deux. Donc voilà. Donc voilà, vous avez tout le calcul dans le diapo. Alors, maintenant, donc on va passer à un autre exercice. Donc cet exercice, c'est un exercice ultra classique qui est en fait la démonstration de la formule de Torricelli. C'est un exercice très intéressant, il y a beaucoup de choses importantes dedans. Donc, on va refaire le dessin. Donc vous avez un bac avec un liquide dedans et à la surface un point A. Et ce liquide s'écoule par une petite section dans laquelle on a un point B. Donc l'idée ici, donc on vous dit dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous dit récipient de grande dimension, fluide parfait incompressible, l'écoulement est considéré comme permanent, on vous dessine des lignes de courant. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bernoulli. On a, enfin voilà, typiquement là, on vous donne toutes les conditions d'application du théorème de Bernoulli, vous n'avez même pas à vous poser de questions. On vous donne 2 points, donc a priori, premier truc à faire, on écrit Bernoulli. Voilà, là on applique bêtement la formule. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la question? Il faut exprimer VB en fonction de G et de Z. Alors, donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on simplifie cette expression. Il y a un truc qu'on utilise hyper souvent avec Bernoulli, c'est ce qu'on avait vu quand on avait parlé de l'équation de continuité, c'était la conservation du débit pour les fluides parfaits. Donc on a SAVA, donc là on a notre grand S VA, qui est égal à petit s VB. Ok, donc voilà, il va falloir tâtonner pour avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? On nous dit que petit s,
est très petit devant grand S. Alors ça, c'est une information dont il ne faut pas faire n'importe quoi. Souvent, dans les énoncés, on vous dira qu'un truc est négligeable devant un autre truc. Ça ne veut pas dire que vous pouvez les simplifier n'importe comment, les enlever, enfin voilà, dire ok, petit s égale 0. Là, petit s peut valoir 3000, si grand S vaut 3 millions. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que petit s sur grand S est très petit devant 1. Donc par exemple, si j'ai 1 moins petit s sur grand S, là j'ai le droit de l'enlever. Mais j'ai pas le droit de les enlever n'importe comment, quoi. Enfin vraiment, il faut faire très attention. Quand vous avez une donnée comme ça, il faudra toujours l'utiliser, parce que si on vous le met, c'est pas par hasard, donc il faudra toujours à un moment donné l'utiliser, mais pas n'importe comment. Donc ici, on va y aller prudemment. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que VA sur VB est égal à petit s sur grand S, donc est très petit devant 1. Donc ici, on a... Alors, on va faire... Comment est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a une somme de termes. Donc... Ouais, non, on va y aller étape par étape. Donc, ok, on a cette information-là, on la garde dans un coin de notre tête. Là, ici, on a traduit une partie de l'énoncé. On va continuer à traduire un peu l'énoncé en physique. On nous dit dans l'énoncé que A donc, est à la surface du liquide. Donc, quelle est la pression en A? P0, c'est la pression atmosphérique. B est à l'orifice de sortie. Quelle est la pression en B? P0. Du coup, on a P de A égale P de B. Donc, dans notre première expression, on peut enlever P de A et P de B déjà. Ensuite, si on regarde au niveau de l'échelle, on a B qui est en 0, donc ZB égale 0, et ZA est égal à Z. Donc, ZB égale 0, et ZA est égal à Z. Donc ça nous simplifie quand même pas mal notre expression. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans notre expression? Pour l'alléger un petit peu. On peut simplifier par ρ. On a du ρ partout. Hop, on simplifie. Donc maintenant, on réécrit ce qui nous reste. On a Gz est égal à 1 demi de Vb carré moins VA carré. Donc voilà. Alors, VB carré, on nous a dit que VA sur VB était très petit devant 1. Donc ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que VA est vraiment négligeable devant VB. Donc ici, VB carré moins VA carré, je peux négliger VA. Là, j'ai le droit d'utiliser. Si je voulais ma mettre encore plus rigoureuse, il faudrait le mettre sous la forme d'une fraction par rapport à 1. On diviserait par VB carré, là on aurait 1, moins VA carré sur VB carré. Et on supprimerait ce terme-là, et comme on aurait divisé par VB carré, il faudrait le rajouter là. Mais bon, disons que là, ça nous dit bien que VA est négligeable devant VB, donc je peux écrire VB carré moins VA carré et enlever le VA carré. Donc ici, ça me donne 1 demi de VB carré, donc j'ai simplement à prendre la racine carrée, et j'obtiens VB est égal à racine carrée de 2GZ. Donc voilà, ça c'est de la formule de Torricelli, donc c'est une relation importante, mais qu'il faut savoir démontrer. Alors, maintenant on vous dit... On considère que l'on va écrire VA moins D2Z sur DT. Expliquez cette équation. Donc, expliquez cette équation, VA égale moins D2Z sur DT. Alors, l'idée c'est que, donc là on a l'axe des Z qui est comme ça. L'idée c'est que, on sait que la vitesse c'est une distance sur un temps. V égale D sur T, ça c'est le truc qu'on apprend au collège, enfin voilà. Ici, c'est exactement la même expression, dz sur dt. dz c'est la hauteur, c'est la variation des z. Sur dt, la variation des temps. Donc comme on avait vu la dernière fois, on a un v qui n'a pas de d devant parce que cette vitesse elle peut être vraiment rapide dans certains cas. Mais ce qui compte c'est qu'on a une petite variation de la hauteur pendant une petite variation de temps. Donc cette dérivée nous donne la vitesse. Alors la deuxième question c'est pourquoi est-ce qu'il y a un moins devant? Ici, l'axe des Z est orienté vers le haut. Or, le liquide va vers le bas. Donc, j'oriente ma vitesse. La vitesse, c'est une grandeur algébrique. Enfin, non.
Alors, de temps en temps, vous pouvez trouver des vitesses négatives. Ça veut dire, dans ce cas-là, que la vitesse est considérée comme algébrique. D'une manière générale, on considère la vitesse comme quelque chose de positif, enfin, dans la plupart des cas. Et donc, ici, pour avoir une vitesse positive, on a une dérivée qui est négative, et on rajoute un moins pour que ça donne une vitesse positive. Mais dans des exos, vous pourrez éventuellement trouver des vitesses négatives, et dans ce cas-là, il faudra considérer que la vitesse est simplement notée en algébrique. C'est-à-dire, algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif, orienté selon des axes. Donc ici, on a considéré une vitesse positive, donc c'est la dérivée de la distance par rapport au temps, et je rajoute aussi moins pour avoir une vitesse positive. Alors, la deuxième partie de la question, c'est exprimer la hauteur z de liquide dans le récipient en fonction de t. Donc, pour cette question-là, on va reprendre notre expression. Alors, le problème, c'est que, on sent que si dans la première partie de la question, on vous a demandé de trouver ça, on va en avoir besoin dans la deuxième partie de la question. C'est quand même relativement logique. On a trouvé ça, et ici, on n'a plus de VA, on avait tout enlevé. Donc, bon, on sait pas trop. Enfin, là, on sent qu'on est un peu au bout de l'expression et qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette expression. Or, il nous faut une hauteur en fonction du temps. Ici, on a un temps. Donc, ça pourrait quand même bien nous servir. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de cette expression-là. Et on va remplacer par ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, on va dire que SVA est égal à petit svb. Donc je remplace ici VA, je sais que c'est moins dz sur dt. VB, je sais que c'est racine de 2gz. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation différentielle, sans second membre, donc plutôt simple à résoudre. Qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, on commence par séparer les variables. Donc je mets tout ce qui est en z à gauche et tout ce qui ne l'est pas à droite. Donc voilà. Alors maintenant j'intègre. Donc on va intégrer de manière, je sais pas comment, qu'est-ce qu'on fait? Je ne l'ai pas là au tableau. On va intégrer de manière indéfinie parce que je préfère. Quelle va être la primitive de dz sur racine de z? Alors. Est-ce que quelqu'un veut lever la main et répondre? Allez. Non? Bon, alors. Vous connaissez une dérivée, ça va être du dz sur 2 racines de z. Là, j'ai du dz sur juste racine de z. Donc du coup, l'idée, c'est qu'il faut que je rajoute un facteur 2 pour qu'on s'y retrouve. Donc la primitive de dz sur racine de z, ça va être 2 racines de z. Comme ça, quand je la dérive, ça me donne du 1 sur 2 racines de z et les deux s'éliminent. Qu'est-ce qui manque? La constante. Donc là, j'utilise les conditions initiales. Donc je ne sais plus qu'est-ce qu'elle... Z0. En 0, ça vaut Z0. Donc du coup ici, en t égale 0, ce terme-là disparaît. Ça me donne 2 racines de Z0 qui est égale à la constante. Donc on trouve directement l'expression de notre constante, c'est les conditions initiales. Donc voilà, du coup, si je divise par 2, je vais me retrouver avec du racine de z est égal à moins petit s sur 2 grand S racine de 2gt plus z0. Vous me dites si je me trompe pas, vous vérifiez derrière moi. Et donc il ne me reste plus qu'à prendre la racine carrée. Z de t est égal à racine carrée de moins... Donc racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2. Parce que, enfin, racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2.
Donc racine de 2 divisé par 2. Ah non, ça fait 1 sur racine de 2. Donc du coup, le racine de 2 sur 2, je le remplace par du racine de 2. Plus... Ah, attendez. Je me suis pas un peu trompée là? Pourquoi personne ne me dit que je me trompe? Alors, on a racine de z. Là j'ai passé le z. C'est racine de z0. Z0 moins petit s. Ok, donc c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Le racine de 2, il est en haut. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Bon, voilà. De quoi? Attends, vas-y, répète. Ah oui, oui, je suis débile. Attends. Oui, oui. Voilà. C'est bon? Il n'y a plus de problème? Bon, donc maintenant on va reprendre le cours. Donc voilà, donc les exos qu'on a fait, ils sont pas faciles. Vous aurez le corrigé tout à l'heure. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est que vous les refassiez, que vous arriviez vraiment à les comprendre, à comprendre chaque étape, parce qu'après, ça vous fera gagner du temps pour apprendre votre politique. Bon, alors, on reprend le cours. Donc, au début, là,